Après ce très court interlude, et après avoir chauffé ma salle, j'introduis Marc Fleurbet. Donc je vous ai déjà dit l'essentiel. Donc Marc est un spécialiste mondialement reconnu sur précisément toutes ces questions de long terme, soutenabilité, évaluation des politiques qui ont un impact sur le très long terme, parce que c'est un spécialiste. Alors lui, moi je suis un spécialiste de décision face à l'incertitude. Lui, c'est un spécialiste de décision de choix social. Voilà, de choix social. Donc c'est la théorie du choix social. C'est un des meilleurs spécialistes dans le monde. Et il a d'ailleurs passé pas mal des années récentes à Princeton où il a enseigné cette thématique. Et on a la chance que la France a réussi à le récupérer in extremis. C'est la Paris School Economics qui a arraché le morceau. Voilà, à mon grand dame. Voilà Marc, tu as 50 minutes pour toi. Merci beaucoup, merci Christian pour cette invitation. Je suis très content d'aborder ces sujets en dialogue avec toi finalement. Alors je pensais faire référence à Groucho Marx pour parler de l'ambiguïté de mon titre là, mais il m'a volé la primeur de la blague, donc je passe directement au plan. Alors ce que je voudrais faire, c'est d'abord préciser un petit peu le cadre de réflexion, parce que ces questions éthiques finalement sont assez délicates, et puis après évoquer un certain nombre de points, dont l'actualisation, j'y reviendrai rapidement, qui mérite d'être développée. Alors en effet, la question « que devons-nous aux générations futures ? Quelles sont nos obligations, nos responsabilités ?» C'est une question au fond qui est une question éthique, presque politique. Donc qui a le droit de proposer des réponses à cette question ? Donc évidemment, il faut faire référence quand même au principe démocratique. Nous n'avons pas le droit de dire « voilà, moi j'ai la vérité parce que je suis un spécialiste d'éthique ou quoi que ce soit ». Mais malgré tout, faire confiance à la démocratie, vous savez que les démocraties sont à la peine en ce moment, le débat démocratique n'est pas toujours à la hauteur, donc on a besoin d'alimenter ce débat démocratique, de lui apporter du grain à moudre, du blé, de lui apporter des éléments de clarification, et c'est là que les experts peuvent jouer un rôle. Et puis il y a quand même un point qu'il ne faut pas oublier, c'est que les générations futures qui sont le sujet n'ont pas voix au chapitre dans le débat démocratique d'aujourd'hui. Elles ne sont pas là pour dire ce qu'elles pensent, et donc il faut réfléchir pour leur donner la place qu'elles méritent sans pouvoir leur donner la parole au sein de nos arènes politiques. Alors, les spécialistes comme Christian, moi ou d'autres, qu'est-ce qu'on essaie de faire ? Eh bien, ce débat démocratique, il doit faire le lien entre les valeurs fondamentales auxquelles nous croyons tous collectivement et des conclusions pratiques. Quelle doit être la taxe carbone, etc. Des conclusions vraiment pratiques. Et pour faire ce lien, il y a une étape intermédiaire qui est de traduire les valeurs fondamentales toujours un peu vagues, philosophiques, informelles, etc., en quelque chose d'applicable, d'opérationnalisable, qui puisse passer à la mesure, qui puisse passer à des chiffres pour les gens qui prennent des décisions quantitatives. Et c'est là que les économistes peuvent jouer un rôle important, y compris dans une phase un peu en amont qui est la traduction des valeurs en critères d'évaluation des politiques ou des états sociaux. Et c'est là que les domaines qu'on appelle la théorie du choix collectif, la théorie du choix social ou l'économie du bien-être sont actifs. Ils essaient de définir des critères et après, avec ces critères, on peut regarder quel choix de politique on peut faire. Alors, Christian a déjà introduit la tradition utilitariste qui joue un rôle massif en économie et qui définit de façon assez simple l'objectif social. Il s'agit de faire la somme des utilités, comme on dit, ce qui est un terme technique, une sorte de jargon bizarre pour les non-économistes, mais c'est ce qu'on appelle les utilités, donc des niveaux de bien-être, avec une pondération décroissante vers le futur, cette préférence pour le présent. Alors Christian l'a abordé un peu à la fin en disant qu'il était tout à fait contre, c'est scandaleux, etc. Soyons francs, Christian, la vérité, c'est que ça reste très commun dans les pratiques des modèles économiques, et donc c'est un paramètre dont il faut parler un petit peu quand même. On ne peut pas le mettre complètement sous le tapis. Alors, il y a deux éléments essentiels dans cette affaire-là. Le premier, c'est quand même cette histoire de somme. Pourquoi faire une somme ? Quand on fait une somme, eh bien, ça veut dire que les inégalités de bien-être, je parle bien du bien-être, pas du blé, les inégalités de bien-être ne comptent pas. Et ça, c'est quand même un peu problématique. Alors, certes, l'utilité marginale décroissante, comme l'a très bien expliqué Christian, induit une priorité pour les plus défavorisés, une aversion à l'inégalité en matière de richesse, c'est-à-dire en matière de blé, de consommation. Et la somme utilitariste, comme somme, peut s'interpréter
aussi bien comme l'héritière de Jeremy Bentham, qui est le fondateur de l'utilitarisme, que finalement comme quelque chose qui n'est pas très loin de la théorie de Rawls. Rawls n'était pas un utilitariste, il était très critique, mais il parlait de priorité pour les plus défavorisés, non pas en bien-être, mais en moyens, en ressources. Et donc, au fond, avec l'approche utilitariste, on peut aussi, avec l'utilité marginale décroissante, avoir une priorité assez forte en matière de ressources. Donc, si vous voulez, cette somme utilitariste, elle est un peu choquante, parce que faire la somme de bien-être, c'est-à-dire se désintéresser des inégalités de bien-être, c'est quand même problématique. Mais après tout, ça autorise un degré d'aversion à l'inégalité sur les ressources très fort, si l'on veut, si on met une utilité marginale suffisamment décroissante. Alors, Christian a fait référence à un argument qui est très utilisé pour justifier cette somme des bien-être, c'est l'argument du voile d'ignorance. Si on se place derrière un voile d'ignorance, qu'est-ce qu'on va faire? On va maximiser son espérance d'utilité, mais l'espérance d'utilité, c'est une moyenne d'utilité, donc il y a une sommation qui est faite dans ce calcul. Et donc c'est un des arguments centraux qui ont été notamment vraiment développés par John Harsanyi pour justifier cette sommation qui apparaît dans l'utilitarisme. Alors il y a une critique de Serge Kolm et de John Romer qui a été faite contre cet argument du voile d'ignorance, l'argument qui avait été repris aussi par John Rawls d'ailleurs, et qui est une critique assez forte, je crois qu'il mérite vraiment d'être bien pris en compte et plus intégré dans nos raisonnements, qui est de dire l'argument du voile d'ignorance transforme une décision sociale, quelle est l'aversion à l'inégalité, quelle priorité donner aux plus défavorisés, elle la transforme en une décision prudentielle, individuelle, quel risque suis-je prêt à prendre pour moi-même si je ne suis pas sûr du résultat final. Or, ces deux décisions n'ont absolument pas la même valeur éthique. On est prêt à prendre des risques, par exemple, en matière de précaution pour ne pas attraper le Covid. Je suis un peu gêné de prendre cet exemple en parlant démasqué face à cette salle, mais certaines personnes sont prêtes à prendre des risques. Ça n'est pas ce type d'attitude qui mérite d'être prise en compte pour décider quelle est la politique sanitaire qu'on va faire, notamment vis-à-vis des plus vulnérables dans la société. D'accord ? Et donc, l'équivalence qui est faite par l'argument du voile d'ignorance entre décision prudentielle et décision distributive, c'est une équivalence qui est très critiquable. Et la raison que Serge Kolm et John Romer ont donnée est très simple. En fait, le voile d'ignorance vous garantit l'impartialité, oui, mais il ne vous donne pas nécessairement la justice, parce que la justice, c'est plus que l'impartialité. La justice, c'est de l'équité, c'est des considérations qui sont en plus que l'impartialité. Et pour vraiment vous dire ça de façon très forte, on peut être impartial et on peut être nietzschéen, c'est-à-dire qu'on peut vouloir donner la priorité aux plus favorisés, si on veut. L'approche à la Nietzsche, c'est donnons tout à l'élite, ce sont eux qui vont nous porter les plus loin, donnons tout à l'élite. Donc le maximax, une attitude qui donne tout aux plus favorisés, c'est une attitude impartiale, parce qu'elle ne dit pas si les plus favorisés sont des blancs, des noirs, etc. Donc c'est parfaitement impartial, mais ça n'est pas forcément juste ou équitable. Donc voilà, donc ça c'est un argument qui est, je pense, assez important et intéressant à retenir. Et l'autre élément, effectivement, qui est très utilisé encore, c'est l'argument, enfin l'autre trait de cette approche utilitariste standard, c'est la préférence pour le présent. Préférence qui a beaucoup gêné, y compris les pères fondateurs de notre domaine. Ramsay lui-même avait dit, ça c'est une sorte d'expression polie de la rapacité. Donc, et Christian a bien été sur cette ligne-là dans son exposé. Mais en même temps, dans les modèles économiques de croissance, bien souvent, on travaille avec un horizon infini. Et si vous faites une somme infinie d'utilité, c'est une somme qui diverge. Et donc, on a un problème de calcul. Comment calculer la trajectoire optimale dans un modèle de croissance à horizon infini avec des sommes qui divergent? Et donc, l'économiste Koopmans, en particulier, a dit non, la seule solution, c'est de mettre ce taux de préférence pour le présent de façon à ce que les valeurs futures d'utilité, même si l'utilité est élevée, on va leur donner un poids très faible. Et donc, on va rajouter cette actualisation de l'utilité, cette préférence pure pour le présent. Et puis, il n'y a pas que ça, il y a en fait aussi des calculs de calibration qui ont été faits par les économistes, les premiers économistes de la théorie de la croissance optimale, qui étaient un peu horrifiés de voir les taux d'épargne qu'il faudrait faire si on mettait un taux d'actualisation très faible
dans les calculs. Ils se sont dit, vraiment, ça voudrait dire qu'on devrait épargner 70% de notre PIB ou quelque chose comme ça. Donc c'est horrible, 80%, non, 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 non. Donc comment faire pour éviter cette conclusion? Eh bien, on va rajouter un petit paramètre, un peu comme Einstein avait rajouté un petit paramètre dans ses calculs parce qu'il était gêné sur l'évolution de l'univers. C'est un peu la même chose, là, les grands nombres comme ça pose problème. Donc on va mettre un petit paramètre de plus. Et puis, il y a l'argument démocratique que Nordhaus utilise, qui consiste à dire les gens, ils ont un taux de préférence pour le présent, donc si les marchés intègrent ça, eh ben, respectons cette volonté. Et Christian a vraiment réfuté cet argument de façon assez convaincante en disant je peux, moi, avoir une myopie, une préférence pour le présent, ça ne veut pas dire que dans l'arbitrage entre moi et mes petits-enfants, il faut qu'on adopte ce type de biais. Donc je pense que l'argument est effectivement imparable. Et puis il y a Nick Stern, donc l'auteur du rapport Stern, qui lui a dit il y a quand même si on ne veut pas avoir de biais partial à l'encontre des générations futures, on n'est pas sûr que les générations futures existent. Et donc, si elles n'existent pas, eh bien, évidemment, ça mérite de leur donner un poids un peu plus faible. Donc, l'incertitude sur l'existence du futur justifie de donner un poids plus faible au futur. En fait, la probabilité d'extinction est quand même assez faible. Et donc, Stern avait retenu un chiffre très faible et qui ne change pratiquement pas la valeur du taux d'actualisation qu'on utilise dans les calculs. Donc, ça devient négligeable, mais c'est quelque chose qui est discuté dans ces domaines-là. Alors, je vais essayer d'évoquer un petit peu les différents points maintenant. Donc, le poids du futur. Ce que je voudrais faire maintenant, c'est, si vous voulez, m'abstraire de cette tradition utilitariste et reprendre les choses avec un peu de recul pour voir quels sont les problèmes éthiques fondamentaux. Et là, il y a un premier problème que je voudrais évoquer, c'est qu'en économie normative, on aime bien deux principes. Vraiment, c'est difficile d'aller contre ces principes. Le premier, c'est le principe de Pareto. Un changement qui fait des gagnants et pas de perdants, vraiment, qui peut s'opposer à ça? Donc le principe de Pareto nous dit c'est un bon changement. Voilà. Et puis il y a l'impartialité, dont on a déjà parlé. Et l'impartialité, concrètement, ça peut se dire en disant si vous prenez une situation et que vous permutez la situation de deux personnes, il y a un riche, un pauvre, et puis le pauvre devient riche, le riche devient pauvre, ça ne change rien. Ça n'a rien amélioré, ça n'a rien empiré, mais bon. Voilà. Donc permuter les situations des gens, ça, c'est une opération blanche. Bon. Le problème, c'est que quand on raisonne sur des populations infinies, si l'horizon de l'humanité était infini, eh bien ces deux principes, aussi fondamentaux et simples soient-ils, sont incompatibles. Donc il y a une sorte de dilemme efficacité-équité, là, sur équité au sens vraiment minimal de l'impartialité, qui apparaît déjà à ce stade-là. Et je vais essayer de l'illustrer avec cet exemple. Prenez une suite de chiffres qui représentent le bien-être de générations successives. Donc c'est une suite, bon, c'est pas une croissance à 2%, c'est un cycle, on passe de 0 à 1 et ainsi de suite comme ça. Bon. Donc vous avez les différentes générations, et imaginez que vous permutiez les deux premières générations, et puis vous permutez les générations 3 et 4, et puis 5 et 6 et ainsi de suite. D'accord? Et donc, toutes ces permutations-là sont des opérations blanches. C'est neutre, sur le bien-être social, ça ne change rien, donc on a quelque chose qui est exactement aussi bien avant et après la permutation. Et puis, une fois qu'on a fait ça, on peut refaire des permutations, mais cette fois en démarrant à la deuxième génération. Donc je vais faire entre la génération 2 et 3, et puis 4 et 5, et ainsi de suite. Et quand j'ai fait ça, j'arrive à ce truc-là, donc qui est, après cette succession de permutations, évidemment, ça en fait beaucoup à faire, ça fait une infinité de permutations, mais c'est équivalent. Oui, sauf que, quand on compare le point de départ et le point d'arrivée, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, la première génération ici avait 0, maintenant elle a 1, et pour les autres, il n'y a rien de changé. Et donc, en faisant ces permutations, c'est comme si j'avais tiré de l'utilité du futur pour l'amener à la première génération. Alors, ne vous trompez pas, je n'ai pas ici transféré des ressources du futur vers le présent, ce qui est impossible directement, mais ce que j'ai fait, c'est simplement d'imaginer des changements hypothétiques d'allocation, de sentier de croissance, et voilà, et en regardant ces choses-là, mon jugement normatif sur ces sentiers me donne une sorte de contradiction. Je veux à la fois dire que le sentier final est mieux parce qu'il y a des gagnants sans perdants, et puis il n'est pas mieux parce qu'on obtient ça en faisant seulement des permutations. Donc il y a une contradiction fondamentale. Alors, comment peut-on traiter cette contradiction? Eh bien, on peut essayer de le faire en restant dans le cadre analytique et en se disant on va essayer d'affaiblir un axiome, soit le principe de Pareto, soit le principe d'impartialité. Et donc, il y a toute une littérature qui va dans cette direction-là.
et qui trouvent soit des impossibilités, soit des choses qui sont quelquefois encore pas exactement des impossibilités mathématiques, mais des choses qui y ressemblent, c'est-à-dire qu'on peut prouver l'existence d'un classement, d'un critère rationnel, qui est cohérent, etc. Simplement, on ne peut pas le construire, on ne peut pas l'exhiber. La construction fait appel à ce que les mathématiciens appellent l'axiome du choix, c'est-à-dire que ça supposerait de faire une infinité de choix arbitraires dans la construction de ce truc-là, et comme on n'est pas capable de faire ces choix infinis en pratique, eh bien, on est incapable de définir précisément, de façon constructive, comme on dit, ces critères. Donc voilà, donc là il y a une tension vraiment très forte, mais on peut aussi sortir du cadre, faire une critique externe, en disant, bon, comme Stern, il y a une probabilité d'extinction, donc ça justifie d'avoir un biais à l'égard en faveur du présent et contre le futur, parce que le futur n'est pas sûr. Et puis, ces chiffres infinis, ces sentiers de croissance infinis, les économistes ont l'habitude de ça parce que c'est sympa. Ça vous évite de dire quel est l'horizon du modèle. C'est très pratique de dire, voilà, on va faire un modèle de croissance et puis ça continue toujours comme ça. En pratique, on sait bien que l'espérance de vie de la Terre est limitée. 1 milliard d'années pour que la Terre soit dans un état, disons pas de cocotte minute complète, sans doute 500 millions d'années seulement pour que ça soit à peu près vivable pour des espèces comme nous. Alors peut-être qu'on pourra aller dans d'autres planètes ou dans d'autres systèmes solaires, mais malgré tout, à un moment donné, la durée de vie des protons, etc., risque d'être limitée, donc l'horizon est sans doute fini, même s'il est très lointain. Alors malgré tout, le problème c'est que donc si on sort de l'infini, si on laisse tomber l'infini, on évite certaines difficultés, on évite ce dilemme fondamental que j'ai évoqué, mais on n'évite pas ce que j'appelle la tyrannie des grands nombres, qui est que quand vous avez beaucoup de gens dans votre affaire, eh bien c'est très facile de justifier, de sacrifier une personne pour tous les autres. Et donc, en reprenant un peu les images que Christian évoquait en termes de priorité pour les plus défavorisés, imaginez que vous donniez X fois plus de priorité au revenu d'une personne qui est sous le seuil de pauvreté plutôt qu'à une personne qui est au-dessus du seuil de pauvreté. Et prenez un chiffre X très grand. Donc, Christian parlait de chiffres comme 2, etc. Prenez quelque chose comme 100 000, tout ce que vous voulez. OK ? Eh bien, vous seriez quand même prêt à sacrifier la personne pauvre au bénéfice de personnes plus riches si le bénéfice pour les plus riches allait à beaucoup de personnes plus riches. Et donc, si le nombre de personnes plus riches était supérieur à X. Et le problème, c'est que tous les objectifs sociaux, tous les critères d'évaluation qui sont additifs, qui additionnent ce qui se passe pour différentes personnes, ont cette propriété qu'un grand nombre de personnes peut justifier de sacrifier un individu. Alors, il y a une solution à ce problème-là, qui est l'approche de Gini, qu'on appelle quelquefois l'approche dépendante du rang, qui consiste à prendre une suite qui a cette forme-là, c'est une suite géométrique, et vous prenez un coefficient a plus petit que 1, donc les nombres là décroissent, et décroissent vers 0 relativement vite, et quand vous faites la somme de tous ces trucs-là, eh bien ça converge vers un nombre qui est fini. Donc la somme infinie de tout ça a un poids total fini. Et ça, c'est très bien, parce que si vous donnez le poids 1 aux plus pauvres et les poids suivants aux personnes qui sont de moins en moins pauvres, eh bien votre pauvre, voilà, il a un poids total qui ne peut pas être dépassé par tous les autres d'une façon infinie. Les autres ne vont jamais arriver à complètement le dépasser, quel que soit leur nombre. Et donc ça évite ce problème de tyrannie des grands nombres. Alors, ça ressemble un peu à la solution de Koopmans, qui était de dire, on va mettre un paramètre là qui va nous donner moins de poids pour le futur. Sauf que là, il ne s'agit pas du futur. C'est un poids qu'on donne après avoir reclassé les gens ou reclassé les générations des plus pauvres aux plus riches. Et donc, si la croissance fluctue, ce reclassement est un classement différent du classement par rapport au temps. Donc l'impartialité est préservée avec cette approche. Et donc en particulier, s'il y a une catastrophe dans le futur, eh bien, elle mérite de replacer ces gens-là au niveau des priorités les plus fortes. Alors il y a quand même un problème avec cette approche, donc j'essaie vraiment de vous montrer que c'est difficile de sortir de dilemme quand on essaie de trouver la bonne approche. Il y a quand même un problème avec l'approche de Gini. Il faut reclasser toutes les générations, des plus pauvres aux plus riches, pour pouvoir appliquer les bonnes pondérations. Très bien. Mais on applique ça à partir de quelle période ? Alors si on applique ça à partir d'aujourd'hui, d'accord, d'aujourd'hui et tout le futur, eh bien ça peut produire de l'incohérence temporelle, parce que vous pouvez imaginez que les niveaux de bien-être de générations successives soient ceux-là, 2, 1, 3, 4, 5, ok ? Et donc les générations
qui ont 1 et 3, là c'est la génération 2 et la génération 3, ces générations-là ont un écart de 2 rangs dans cette affaire-là, parce qu'il y a la première génération 2 qui est intercalée entre les deux. Donc la génération 3 aura un poids A au carré par rapport à la génération 2. Mais quand on refait le calcul demain, une fois que la première génération a disparu, on se retrouve là, et maintenant, si on réapplique le calcul, eh bien, la génération 3, qui est maintenant la génération 2, une fois qu'on est dans le futur, eh bien, elle aura un poids A par rapport à la génération qui la précède, et non plus A au carré, c'est-à-dire un poids plus important. Et donc, vous avez un changement de poids juste parce qu'on s'est décalé dans le temps, et donc on peut avoir des décisions incohérentes à cause de cela. Alors, on pourrait dire, bon, qu'à cela me tienne, si on a ce problème d'incohérence temporelle, au lieu d'appliquer l'approche à partir du présent, prenons en compte toutes les générations depuis le début de l'humanité. Si le point de départ est toujours le même, eh bien, dans ce cas-là, aucun souci. Oui, mais alors si vous faites ça, eh bien, vous rentrez dans des questions un peu de mesure de qu'est-ce qui s'est passé dans le passé. Christian a montré des chiffres assez hypothétiques, finalement, sur la croissance depuis Jésus-Christ, mais il faudrait remonter à 200 000 ans si on voulait aller au début de Homo sapiens, et là, c'est encore plus hypothétique. Donc, il y a des gens qui disent non, ce n'est pas très réaliste, on ne peut pas vraiment prendre en compte tout cela. Moi, je trouve que ça pose un problème intéressant qui est, au fond, quel devrait être le poids du passé dans nos calculs. On a tendance à quelquefois, dans ces approches, à se dire faisons table rase du passé et regardons seulement le futur. Est-ce que c'est vraiment ce qu'il faut faire? Il y a beaucoup de cultures pour lesquelles les ancêtres ont une certaine importance. Est-ce qu'on ne devrait pas réfléchir un peu à cette question du poids du passé pour notre évaluation de nos trajectoires d'humanité? C'est une question, je pense, qui mérite d'être revisitée. Alors, parlons quand même du futur, et je voudrais évoquer maintenant des philosophes, en fait, et notamment des philosophes d'Oxford, Hilary Greaves et William MacAskill, qui sont en train de militer maintenant pour une approche qu'ils appellent le long-termisme. Alors, je vais résumer, vraiment presque caricaturer leur approche. Leur argument est le suivant. L'extinction de l'espèce humaine serait une catastrophe monumentale. Alors, pour eux, ce serait principalement une catastrophe parce que ça empêcherait l'existence de très nombreux humains qui auraient beaucoup de bien-être, etc. Donc, c'est vraiment la non-existence de très nombreuses personnes qui est le problème. À cause de cela, comme c'est une catastrophe vraiment monumentale, leur conclusion, avec toute une série d'étapes que je ne vais pas détailler, c'est que nous devrions consacrer tous nos efforts à réduire ce risque d'extinction et laisser de côté toutes les autres priorités auxquelles nous pouvons penser. Et donc, il y a un de leurs collègues, Toby Ord, qui a écrit un livre qui s'intitule Precipice, et donc qui décrit les différents risques existentiels pour l'humanité et qui classe à horizon d'un siècle les principales sources de risques d'extinction. L'intelligence artificielle vient au premier rang, puis les pandémies, c'était écrit juste avant le Covid, et les conflits nucléaires, et le climat vient derrière, et puis il y en a d'autres après. Et puis il y a plein de choses qui sont inconnues, bien sûr. Il y a aussi une économie en fait, des catastrophes, mais qui est plutôt, je dirais, une économie des catastrophes mineures. Les économistes Martin et Pindyck, le même Pindyck que Christian a évoqué tout à l'heure, ont étudié cela et ont montré que quand il y a plusieurs catastrophes possibles, elles ne s'ajoutent pas dans le calcul. En fait, le consentement à payer, c'est-à-dire ce qu'on devrait être prêt à investir pour éviter une catastrophe, en fait, si on ajoute ça, si on veut traiter plusieurs catastrophes, c'est moins que la somme des consentements à payer pour chacune des catastrophes séparément. Pourquoi? Parce que quand on a payé pour une première catastrophe, on est plus pauvre pour s'occuper de la deuxième et ainsi de suite. Et donc ce n'est pas complètement additif. Il y a peut-être un effet inverse quand on parle de catastrophe existentielle, qui est que tant qu'on n'a pas éliminé substantiellement le risque d'extinction, eh bien c'est presque comme si on n'avait rien fait. Et donc il est possible qu'il y ait un effet inverse, que le consentement à payer soit beaucoup plus fort au moment où on arrive vraiment à éliminer le risque d'extinction. Alors ceci n'est pas très très loin de ce que Weizmann avait proposé sous l'appellation de Dismal Theorem, donc le théorème sinistre ou lugubre, qui dit que si une catastrophe peut produire une situation où la priorité est arbitrairement grande, alors dans son calcul il s'agissait d'une utilité marginale extrêmement grande, alors le calcul économiste est non robuste parce que ça dépend, ce qu'on devrait faire aujourd'hui dépend vraiment des détails de ce nombre très très grand qui risque de se produire dans cette catastrophe, et donc très difficile de faire des bonnes décisions dans ce cas-là. Alors voilà, donc il y a pas mal de réflexions autour de ces choses-là. Est-ce que notre calcul finalement est très peu robuste par rapport aux grandes catastrophes?
Voilà, c'est un peu le sujet que je voulais mettre sur la table. Et au fond, en reparlant un petit peu du passé, y a-t-il vraiment des pertes monumentales ou infinies? L'humanité a déjà existé, a déjà un parcours. L'extinction serait-elle une perte infinie? Ou finalement, le simple fait d'écourter une aventure qui a déjà eu une certaine longueur? Voilà, c'est le genre de questions qu'il faut se poser et qui ne sont pas simples. Et comme vous le voyez, je pose plus de questions que je n'apporte de réponses dans mon exposé. Mais c'est un peu le but. Alors voilà, je voudrais évoquer maintenant un sujet un peu différent, qui est le sujet du développement durable. Alors vous avez, j'imagine, tous entendu parler du rapport de Brundtland qui a défini le développement durable comme un mode de développement qui répond aux besoins des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs. Donc, les économistes ne sont pas très à l'aise avec la notion de besoin. On n'est pas très sûr de comment distinguer les besoins des choses qui sont superflues, etc. Mais bon, on peut imaginer de parler de l'éradication de la pauvreté, etc. Mais je vais passer sur ce point-là et je vais directement vous décrire comment en économie on a cherché à définir cette notion de développement durable ou de soutenabilité. Donc il y a deux approches. Il y a l'approche de Jack Pezzi qui dit que ça revient à garantir la possibilité de maintenir toutes les générations futures au moins au niveau du bien-être social de la génération présente, du bien-être collectif de la génération présente. Alors on appelle ça dans le jargon l'approche maximine. Pourquoi? Parce qu'on va calculer le niveau plus élevé qu'on peut espérer pour la génération future la plus pauvre. D'accord? Le maximum de la génération qui est au minimum. Et on va comparer cela à notre niveau à nous. Si on est au-dessus par rapport à nous, ça veut dire que c'est bien. Toutes les générations futures peuvent faire mieux que nous. Si on est en dessous, c'est mauvais parce que ça veut dire qu'on est sûr qu'il y aura au moins une génération dans le futur qui sera moins bien que nous. Et donc ça, ce n'est pas soutenable. Il y a une autre approche qui est un peu plus compliquée et moins intuitive, qui est notamment celle qui a été adoptée par Kenneth Arrow et par Tadas Gupta, qui consiste à se référer à un niveau de bien-être social intergénérationnel. Donc on va prendre cet objectif utilitariste qui fait la somme de tous les bien-être de toutes les générations, et on va dire que ce que nous faisons aujourd'hui est soutenable si cet objectif augmente dans le temps. C'est un objectif qu'on calcule à partir, comme c'est séparable, on calcule à partir du présent vers le futur, et donc c'est un peu mécanique. Si la moyenne sur le futur est plus élevée que nous, quand on disparaît et qu'on passe dans le futur, la moyenne va augmenter. Bon, c'est un peu mécanique, mais ce type de... c'est pas très intuitif, et parce qu'en particulier, même si la moyenne du futur est plus élevée, il se peut qu'il y ait des catastrophes quand même à l'intérieur de la trajectoire future, et donc il se peut qu'on ne puisse pas échapper à des générations futures qui soient moins bien que nous, et donc on peut très bien avoir quelque chose qui n'est pas soutenable au sens de la première définition, qui l'est au sens de la deuxième. Donc cette deuxième approche est un peu problématique, je pense, mais bon, ça se discute. Alors, les économistes ont cherché à développer des mesures concrètes de ces choses-là. Et donc, en particulier, il est assez naturel de chercher à raisonner en termes de variation de capital ou d'épargne nette. Si nous voulons que les générations futures puissent faire au moins aussi bien que nous, laissons-leur un capital qui soit au moins aussi élevé que celui que nous avons reçu, nous, de nos parents. Alors là, ce type de calcul, en termes de variation de capital, est assez compliqué et renvoie à des débats un peu presque des conflits de religion entre les approches en termes de soutenabilité forte et les approches en termes de soutenabilité faible. Donc, les partisans de la soutenabilité forte disent qu'il ne faut absolument pas accepter de transiger sur la préservation du capital naturel, de l'environnement. Mais en fait, c'est un peu un faux débat parce que tout le monde, quand même, admet qu'il faut des compensations. Même ceux qui sont pour la soutenabilité forte admettent qu'il y a des composantes du capital naturel, certaines vont se dégrader, d'autres peuvent s'améliorer, donc on peut faire des compensations à ce niveau-là. Est-ce qu'on peut faire des compensations entre le capital naturel et le capital artificiel produit par les humains? Eh bien là, en fait, le point central, c'est la valorisation de ces différentes composantes du capital, et si certaines composantes, par exemple dans le capital naturel, ont des seuils pour lesquels il faut absolument rester au-dessus, eh bien, c'est très simple de faire changer les prix, les valorisations de ces différentes composantes du capital, de façon à faire apparaître ces nécessités de rester au-dessus du seuil. Si on s'approche d'un seuil, si un stock de capital décline, par exemple, en matière de biodiversité, on risque de passer en dessous d'un seuil qui est vraiment intolérable, alors on peut donner une valeur quasi infinie à ce stock-là pour montrer que
c'est très important de le maintenir à sa valeur. Donc ce conflit entre soutenabilité forte et faible nous renvoie à la question de la valorisation des différentes composantes. Et cette valorisation, en théorie, elle est très simple à définir. Il faut que ça reflète l'importance marginale pour la grandeur qui nous intéresse pour calculer la soutenabilité. Donc c'est le niveau maximin avec la première approche, c'est le bien-être intergénérationnel avec la deuxième approche. Bon, donc en théorie c'est facile, mais en pratique c'est une autre affaire. En pratique, comment mesurer tous les stocks de capitaux et les valoriser correctement en tenant compte de l'importance pour ces grandeurs-là, c'est très très compliqué. Et donc quand vous regardez ce que fait la Banque mondiale, qui pourtant fait attention à prendre en compte le capital humain à travers les dépenses d'éducation, fait attention à l'épuisement des minéraux, des sources d'énergie, à l'épuisement des forêts et aux émissions de CO2, malgré tout, si vous prenez les chiffres d'épargne nette ajustée, qui essaient donc d'être quand même relativement complets, ça vous donne un message sur la soutenabilité qui est tout à fait décontracté. Le monde a une épargne nette largement positive, même les États-Unis sont sur un mode tout à fait soutenable, et même l'Arabie Saoudite, depuis la moitié des années 90, c'est vraiment même encore mieux que tout le monde, donc tout va très bien, il n'y a absolument aucun souci. Donc voilà, donc, je pense qu'il y a un peu un souci avec ce type d'application, mais je n'ai pas la réponse, hein. C'est compliqué pour faire ça de façon vraiment correcte. Une autre approche qui est très à la mode, c'est l'approche en termes d'empreinte écologique, et qui consiste à raisonner en termes de surface de Terre, donc de quantité de planètes qu'il nous faut pour maintenir notre niveau de vie. Alors là, je vais être un peu méchant, cette approche n'est pas très sérieuse, parce que quelle est la surface de Terre qu'il nous faut pour maintenir notre production actuelle au rendement actuel? Eh bien, c'est trivial, c'est la surface de Terre que nous utilisons. Donc, cette surface de Terre, elle est ce qu'elle est. Elle ne peut pas être 1,7 fois la planète. Non, ça, c'est pas possible. Et donc, comment ces gens-là arrivent-ils à calculer des choses qui sont plus que la planète? Simplement parce qu'ils rajoutent une grosse composante, qui est la composante bleue ici, qui est la surface de forêt qu'il faudrait pour pouvoir absorber les émissions de carbone. Donc, c'est un calcul complètement théorique, donc qui n'est pas idiot. Mais voilà, c'est pas... Alors que les premières, les composantes principales du calcul sont quasi stables. Bon, il y a effectivement l'habitat humain s'étend, etc. Mais bon, ce n'est pas ça qui va nous faire passer au-dessus de 1. Le seuil de 1, il est là. Hein. Donc, vous voyez, c'est vraiment... Donc ça, c'est quand même un peu problématique comme type de mesure. Mais c'est vrai que ce n'est pas inintéressant, cette idée d'empreinte écologique. Et donc, si on fait référence à l'approche de Jack Pezzi que j'ai évoquée au début, on pourrait tout à fait se dire quel est le niveau de capital qui serait nécessaire pour amener le niveau maximin qu'on calcule dans cette approche au niveau du bien-être actuel avec le capital qui est effectivement légué à nos descendants. Donc en fait, ce qu'il faut comparer, c'est le capital qu'on lègue avec le capital qui permettrait de maintenir le bien-être actuel. Et donc si on trouve quelque chose qui est supérieur ou inférieur au niveau de capital qu'on lègue, eh bien c'est à nouveau un critère de soutenabilité. Donc si on ne lègue pas assez de capital à nos descendants, si on passe en dessous, eh bien voilà, ça veut dire que la situation n'est pas soutenable. Donc on pourrait calculer les choses en termes d'empreinte écologique, en termes de quantité de capital. Ça peut se faire aussi. Ça n'est pas fait et c'est assez compliqué, mais c'est aussi compliqué que de calculer l'épargne nette en valorisant les choses comme il faudrait. Voilà, donc tout ça c'est assez difficile. Et je voulais évoquer le fait que le risque est rarement discuté dans ces mesures de soutenabilité, mais le risque est assez essentiel parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on garantit aux générations futures? On n'en sait rien. Hein. Il y a un risque énorme sur ce qui peut leur arriver. Et donc, il faudrait, quand on calcule ce niveau maximin, par exemple, en fait, il faudrait calculer la distribution de ce niveau maximin et se poser la question, quelle est la probabilité que ce niveau maximin passe en dessous de notre niveau actuel? Mais alors, dans ce cas-là, si on raisonne comme ça, quel est le seuil de probabilité qu'il faut définir? Est-ce que ça doit être 10%, 90%? Donc, il y a une question éthique ici qui est compliquée. Et puis, si on parle de risque et de capacité des générations futures, de quelle capacité parle-t-on? On pourrait se limiter aux capacités techniques, mais on sait bien que l'espèce humaine a des difficultés en matière de gouvernance, notamment mondiale, et donc peut-être que la capacité politique est aussi quelque chose à prendre en compte. Et au fond, je voudrais terminer en disant que l'approche en termes de soutenabilité est un peu déprimante parce qu'elle se borne à se dire on garantit aux générations futures, à nos descendants, la possibilité de faire au moins aussi bien que nous, et puis c'est tout.
et donc qu'ils se débrouillent en quelque sorte. On leur attribue une sorte de responsabilité collective pour se débrouiller, pour faire au moins aussi bien que nous. S'ils n'y arrivent pas, c'est de leur faute. Et on perd complètement la perspective qui était celle, je pense que beaucoup d'entre nous dans cette salle ont grandi à une époque où le progrès infini ou illimité semblait l'horizon pour beaucoup de gens, et on a vraiment perdu cette perspective. Mais on est peut-être passé à un extrême inverse, qui est de dire, est-ce qu'on arrive à garantir le minimum aux générations futures? Est-ce qu'on ne pourrait pas se poser les questions de façon un peu plus ambitieuse en se disant, est-ce qu'on ne devrait pas parler de développement durable en gardant la problématique du développement, c'est-à-dire garder un taux de croissance dans ce qu'on voudrait soutenir vers le futur, un taux de croissance du bien-être, sinon des ressources. Voilà, donc il y a quand même un peu peut-être un souci général avec cela. Et puis je termine avec un souci aussi pratique qui est que les gens aimeraient bien, et notamment les statisticiens, aimeraient bien pouvoir avoir un critère d'évaluation de la soutenabilité des actions d'aujourd'hui à partir des données statistiques qu'on trouve dans les tableaux des différents organismes qui les publient. Mais ça, c'est pratiquement impossible parce que nous avons, pour réfléchir au niveau maximine, par exemple, à ce que peuvent faire les générations futures, il faut faire des prévisions, il faut se dire, voilà, qu'est-ce qui risque de se passer? On ne peut pas simplement regarder les tableaux statistiques d'aujourd'hui. Évidemment, par définition, nous n'avons que les données d'aujourd'hui à regarder, nous ne pouvons pas lire le futur. Mais l'exercice intellectuel que nous pouvons faire peut être prospectif explicitement ou prospectif implicitement en essayant de se cantonner à des données statistiques présentes. Je pense personnellement qu'on est incapable de parler sérieusement de l'avenir sans faire de la vraie prospective, sans construire des scénarios. Et je voulais évoquer le fait qu'il y a beaucoup de gens qui essaient de construire des scénarios, et notamment autour des travaux du GIEC, pour réfléchir de façon vraiment raisonnée sur les futurs possibles, et en particulier les Shared Socio-Economic Pathways, qui sont un peu le socle de réflexion sur les futurs possibles au sein du GIEC, et qui sont développés en particulier à Vienne, à l'Institut IASA, sont un de ce type d'exercices qui méritent d'être pris en compte. Voilà. Alors, quelques mots sur l'actualisation dont Christian a parlé. Et alors j'espère que je ne vais pas déflorer, Christian, je m'excuse, je vais essayer de ne pas déflorer ce que tu vas dire dans les séances suivantes, mais je vais peut-être évoquer un peu, donc ce sera une sorte d'introduction où ça pourra encourager les gens à revenir aux séances suivantes, si tu as des craintes en la matière. Donc, si on prend le modèle de Nordhaus, et il y a plusieurs modèles de Nordhaus, mais le modèle DICE qui est le plus simple, vous pouvez le trouver en ligne, c'est un tableau Excel, tout le monde peut jouer avec. Et si on fait une politique super agressive de décarbonation très très rapide, donc là j'ai fait un exemple un peu extrême, mais supposons qu'on fasse dans son modèle une décarbonation d'ici 2030. Okay. Donc ce n'est pas très réaliste, mais dans le modèle on peut le faire. Bon. Et donc si on fait ça, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien on voit qu'en fait ça réduit la consommation. Donc là ce que j'ai représenté c'est en milliers de dollars par tête dans le monde, la différence entre un scénario où on ne fait rien et un scénario où on fait cette décarbonation agressive. Donc au début, ça coûte. Pratiquement dans tout le siècle, il y a quand même le coût de cette décarbonation qui est assez sensible. Mais après, on a des bénéfices qui sont tous les dommages climatiques qui sont évités par ça. Alors là, je vais assez loin, je vais en 2500 pratiquement. Donc, mais alors on accuse souvent Nordhaus dans le milieu, on l'accuse d'avoir une fonction de dommages, une estimation des dommages du climat dans son modèle qui est un peu minoré, pas très pessimiste. Malgré tout, les gains de l'action là sont énormes, énormes. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous réalisez, mais ça c'est de la différence entre deux scénarios. Le niveau actuel moyen de bien-être, où on est au niveau dans l'économie, le niveau de vie de l'économie mondiale actuelle, on est à peu près là aujourd'hui, en niveau. Donc là, on voit qu'on passe très très vite en différence, on passe au-dessus du niveau actuel. Donc c'est énorme comme gain. Bon. Alors, cette courbe bleue, c'est la courbe lorsqu'il n'y a pas de taux d'actualisation. Maintenant, prenons un taux d'actualisation extrêmement faible, beaucoup plus faible que celui que Christian proposait. Prenons 1,5%, qui est pratiquement celui qui est dans le rapport Stern. Donc très très faible. 1,5%. Donc chaque année où on recule une grandeur, elle perd 1,5% de sa valeur nominale dans le calcul. Donc la courbe bleue, qu'est-ce qu'elle devient quand on fait ça? Donc plus les chiffres sont loin dans le temps, plus on leur applique ce taux d'actualisation composé, eh bien ça devient la courbe orange. Voilà à quoi ressemble
le futur quand on actualise, même avec un taux extrêmement faible. Donc c'est effectivement, Christian avait raison, c'est très brutal, c'est fondamental cette question de l'actualisation. Et Christian a bien présenté les paramètres de l'actualisation, et ce qu'il a passé sous silence un peu, c'est cette histoire de taux de préférence pur pour le présent, mais voilà, je voulais juste vous montrer la formule complète de Ramsay. Et vous précisez quelque chose que Christian va sûrement développer dans les prochaines fois, qui est que ce taux d'actualisation n'est pas un truc constant, il dépend de l'horizon qu'on veut actualiser. Pourquoi ? Eh bien, en particulier parce que dans cette formule, ce qui compte ici, c'est le taux de croissance annuel moyen jusqu'à la période en question. Et ce taux de croissance annuel moyen, il peut différer. Si on n'imagine pas un sentier de croissance permanent, on peut avoir quelque chose qui est différent selon l'horizon qu'on regarde. Donc le taux d'actualisation n'a pas de raison d'être une constante qui est toujours la même selon l'horizon. Et là, on se retrouve dans le paradoxe que j'avais envie d'appeler le paradoxe de l'écologiste de gauche, parce qu'on est en période préélectorale. Mais après l'exposé de Christian, j'ai envie de l'appeler le paradoxe de Christian Gollier, parce qu'il nous a lui-même dit qu'il était vraiment dans cette tension. Et quelle est cette tension ? Juste pour vous rappeler de quoi il s'agit. Si vous êtes écologiste, vous voulez protéger l'environnement, d'accord ? Et si vous voulez protéger l'environnement, par exemple dans une action pour le climat, vous voulez un taux d'actualisation qui soit faible. Et c'est ce qu'on voit par exemple dans le rapport de Stern, on a 1,4%, Nordhaus, lui, c'est plutôt 4,5%. Donc voilà, donc Stern, lui, c'est lui qui va vouloir une politique agressive. Mais si vous êtes de gauche, vous voulez tenir compte des inégalités, avoir une priorité pour les plus défavorisés, et donc vous aurez un paramètre qui est le paramètre qui est celui-là, dans la formule de Ramsay, qui sera élevé. Alors je m'excuse, il y a une coquille là, ce n'est pas des pourcentages, c'est des coefficients, c'est 1. Donc c'était 1 dans le rapport de Stern, comme l'a rappelé Christian tout à l'heure. Nordhaus préfère entre 1,5 et 2, comme Christian le disait. Et donc là, vous voyez, il y a une tension. Vous ne pouvez pas à la fois avoir un taux d'actualisation faible et un taux de priorité élevé pour les plus défavorisés. Alors, en fait, s'il y en a parmi vous qui sont écologistes de gauche, ne soyez pas trop déprimés, il y a quand même une sortie de ce paradoxe qui est qu'il y a deux choses à introduire en plus dans le calcul, qui sont négligées dans la formule de Ramsay de base. La première, c'est le risque, et je pense que Christian reviendra dans le détail dans les séances suivantes. Et en fait, quand on introduit le risque dans ces types de calculs, à long terme, la valeur du taux d'actualisation dépend du scénario le plus défavorable. Donc s'il existe une petite probabilité que le taux de croissance soit nul, par exemple, dans le futur, eh bien ça suffit, c'est ça qui à long terme vous détermine les choses. Et puis il y a un autre paramètre qui est les inégalités à l'intérieur des générations. La protection du climat, ça va bénéficier à plein de gens, mais ça va bénéficier en particulier aux moins développés qui sont dans les zones les plus vulnérables, les plus exposées. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que le taux d'actualisation d'un programme d'investissement que vous évaluez eh bien, dépend des bénéficiaires de ce qui se passe pour les bénéficiaires de ce programme. Et à long terme, c'est la situation des plus défavorisés parmi les bénéficiaires qui va emporter votre calcul aussi. Et donc, au total, si vous avez une politique climatique, par exemple, qui a une probabilité positive pour que les plus pauvres du futur soient plus défavorisés, donc dans un scénario défavorable, soient plus défavorisés que les financeurs de cette politique, eh bien, ça veut dire que ceux qui payent sont plus favorisés que ceux qui bénéficient, avec une certaine probabilité, et en prenant une certaine proportion parmi les bénéficiaires, eh bien, ça justifierait d'avoir un taux d'actualisation négatif pour cette politique. Négatif, c'est-à-dire qu'on va donner plus de poids au futur. Donc, effectivement, on peut tout à fait être écologiste de gauche, et j'arrête là ma discussion préélectorale. Alors, on s'est posé la question avec mes collègues, quand j'étais à Princeton, on avait un petit groupe, on a construit une variante d'un modèle de Nordhaus dans lequel on a introduit des inégalités à l'intérieur des générations, et même à l'intérieur des pays. Et donc, on s'est posé la question, est-ce que la taxe carbone qu'on calcule dans ce type de modèle, la taxe carbone optimale, qui reflète justement le calcul coût-avantage en termes de bien-être social, est-ce qu'elle doit augmenter avec le taux de priorité pour les plus défavorisés ? Si on change ce paramètre, qu'est-ce que ça donne sur la taxe carbone ? Donc si elle baisse, c'est qu'on est dans le paradoxe de l'écologiste de gauche. Si elle monte, c'est que l'écologiste de gauche est content. Eh bien, en fait, en général, effectivement, la taxe carbone baisse si on augmente ce paramètre. Mais il peut arriver qu'elle augmente dans certains cas, et en particulier, ça arrive lorsque les dommages du climat frappent plus durement les plus pauvres,
ce qui est effectivement vrai, mais ça dépend des proportions, hein, tout est dans le détail de quantification, et si les coûts de l'atténuation, de la politique d'atténuation, sont supportés par les plus riches. Hein, donc ça va. Mais il y a aussi un autre paramètre, c'est que le taux de préférence pour le présent, que Christian et moi on passe un peu sous le tapis, là, ce taux de préférence pour le présent doit être substantiel. Et là, le paradoxe est le suivant, c'est que ce qui se passe, c'est que je vous ai montré les gains de l'atténuation, la courbe énorme, là. Ces gains sont si élevés que si vous ne mettez aucune préférence pour le présent et si vous ne mettez aucune priorité pour les plus défavorisés, eh bien, il n'y a pas photo, il faut décarboner le plus vite possible. Les gains sont énormes. Et en plus, dans ces modèles, il n'y a pas de coût d'ajustement, donc c'est vraiment, on décarbone complètement demain matin. Et donc, une fois qu'on a fait ça, évidemment, on ne peut plus augmenter la taxe carbone parce qu'on a déjà fait le maximum immédiatement. Donc, augmenter le paramètre de priorité aux plus défavorisés ne changera rien pour avoir une politique plus agressive. Vous avez déjà fait le maximum sans aversion à l'inégalité. Et donc voilà pourquoi il faut un peu de taux de préférence pour le présent pour obtenir ce résultat. Alors, dans le temps qui me reste, je pense qu'il me reste quelques minutes, je vais évoquer peut-être assez rapidement la question de la population future, qui est une question qui est souvent abordée sous l'angle de la surpopulation, voilà les projections de l'ONU pour la population. On envisage une stabilisation autour de 11 milliards, mais ça pourrait monter beaucoup plus ou ça pourrait décroître. Qu'est-ce qui se passe quand on introduit ces incertitudes dans les modèles? Eh bien, sans surprise, mais là je vais aller un petit peu vite, sans surprise, dans les scénarios où la population est plus élevée, on obtient une politique optimale qui est plus agressive pour le climat, une taxe carbone plus élevée. Et pourquoi ça? D'une part, parce que plus de gens, c'est plus d'émissions. Et puis, plus de gens dans le futur, ça veut dire un poids plus important du futur, parce que ça veut dire que la population, les poids dans nos calculs se déplacent vers le futur. Et donc, tout ça, ça plaide pour avoir une taxe carbone plus élevée. Mais il y a une question plus personnelle que les gens se posent et que beaucoup de jeunes couples se posent aujourd'hui. Est-ce qu'on peut encore avoir des enfants? Est-ce que la natalité elle-même n'est pas une grosse externalité négative? Et là, les éthiciens, dans les calculs sur le bien-être social, ont deux approches extrêmes et puis quelques approches intermédiaires. Il y a une approche extrême qui est totaliste, qui consiste à dire le bien-être total sur l'ensemble de la population ayant jamais existé depuis le début d'Homo sapiens. C'est ça, c'est tout, on va tout additionner, et donc plus il y a de gens, mieux c'est. Et puis il y a l'approche moyenniste qui dit, c'est vraiment l'extrême inverse, le nombre de gens n'a aucune importance, la seule chose qui compte, c'est la moyenne, le niveau moyen de bien-être de la population. Et puis il y a une approche intermédiaire, qui est une approche totale, donc qui additionne tout, mais qui fait une déduction sur chaque personne, un niveau critique, ce qui signifie que si vous ajoutez une personne qui est en dessous du niveau critique, c'est une addition négative, mais il faut, donc pour que ce soit bien d'ajouter des gens à la population, il faut qu'ils soient au-dessus de ce niveau, au-dessus de ce seuil, au-dessus de ce niveau critique. Alors, il y a le philosophe Derek Parfit qui a remarqué que l'approche totaliste conduit à ce qu'il a appelé une conclusion répugnante et qui consiste à dire la chose suivante: une population où les gens sont extrêmement pauvres et où la vie mérite à peine d'être vécue pour chacun d'entre eux sera jugée meilleure qu'une population où les choses sont florissantes à partir du moment où vous mettez assez de gens dans la population pauvre. Là. Parce que s'ils sont au-dessus de zéro, beaucoup de choses qui sont petites, ça finira par faire une somme aussi grande que vous voulez, et donc ça sera mieux que n'importe quelle population fixe, même si elle est florissante. Donc c'est une autre forme de tyrannie des grands nombres que je voulais évoquer rapidement. Et avec quelques collègues, on a publié une sorte de manifeste l'année dernière pour dire « ne nous échauffons pas, ne faisons pas de la conclusion répugnante une conclusion comme si il fallait absolument s'interdire de dire que d'ajouter des gens, c'était bien. Ne soyons pas dogmatiques, laissons le débat ouvert. Est-ce que c'est répugnant? C'est pas si clair que ça, etc. Donc il y a ce genre de débat. Il y a un peu, si vous voulez, un petit souci de cancel culture à l'intérieur des débats académiques, où certaines approches, quelquefois, sont quasiment considérées comme étant évidemment mauvaises. Et donc là, on disait, bon, attention, laissons le débat ouvert sur ces questions-là. Alors, on a aussi fait, et je vais terminer rapidement, on a aussi fait quelques calculs en mettant le risque d'extinction et en voyant ce qui se passe selon les approches totalistes ou moyennistes. Et bon, sans surprise, le risque d'extinction avec l'approche totaliste exige de faire beaucoup plus d'actions pour le climat. Voilà, je passe les détails. Et je voulais terminer par un point qui est, j'ai été invité pour parler des générations futures. Tout ça, ça reste quand même bien anthropocentriste. Et donc, je ne sais pas, Christian, si tu vas parler des animaux à un moment donné, mais tu as des collègues qui sont très en pointe sur le sujet à TSE. Et donc,
je voulais terminer en disant, n'oublions pas, en plus des générations futures, les autres espèces. Hein, le panel sur la biodiversité et les services écosystémiques dit que la biodiversité a une valeur intrinsèque, et pas seulement en termes de services pour les humains. Et les éthiciens, les philosophes moraux, vraiment sont vent debout maintenant, pour certains d'entre eux, contre le spécisme, c'est-à-dire le biais, l'équivalent du racisme entre les espèces. Et donc, effectivement, je pense qu'on a du boulot, les économistes normatifs, on a du boulot. Il faut qu'on arrive à construire des objectifs globaux qui intègrent les autres espèces dans le calcul. Et ça, c'est pas facile à faire, mais c'est pas impossible. Et donc, il y a deux jeunes collègues assez, téméraires dans mon petit groupe, là, qui se sont lancés, qui ont fait un calcul, qui ont mis ça dans le modèle de Dice et dans le modèle de Nordhaus, et qui ont introduit les animaux, et qui se sont aperçus que ça dépendait beaucoup de ce qu'on faisait comme calcul pour les insectes. Parce que les insectes, il y en a tellement, c'est une biomasse absolument énorme, il y a un nombre énorme. Donc même s'ils ont un bien-être extrêmement négligeable, très très faible, ils sont tellement nombreux que ça peut vraiment changer le calcul. Et donc, et en plus le changement climatique peut être bon pour eux, c'est pas sûr, mais c'est possible. Donc voilà, donc il y a des calculs comme ça qui sont difficiles à faire, et selon la distance que l'on place entre nous et les autres espèces, en fonction de, par exemple, le nombre de neurones qu'elles ont, des choses comme ça, eh bien, on peut trouver des résultats très très différents. À la limite, on peut aller d'une conclusion, il faut absolument mettre la priorité sur le climat pour préserver la biodiversité, ça peut être extrêmement important, ou bien au contraire, laissons aller, puisque ce sera très bon pour pas mal d'espèces, en particulier les insectes qui vont profiter d'une température plus élevée. Voilà, et je m'arrête là, merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, Marc.